Merci, Monsieur l'inspecteur général des finances, chef de service. Notre intervention ou nos interventions vont s'articuler en trois grands points. La mienne sera une intervention d'introduction où on va essayer d'expliquer c'est quoi l'IGF. En gros, ça va tourner autour de cela. Je vous en donnerai le développement lorsque nous allons commencer. L'inspecteur général des finances, chef de service adjoint, va s'appesantir sur les résultats du travail de l'inspection. Et l'inspecteur général des finances, chef de service, va reprendre ces deux exposés et pour les mettre en perspective en vous expliquant quelle est la vision de l'inspection générale des finances. Un service, même si les compétences ne changent pas, lorsqu'on en devient l'animateur, on imprime une vision dans un objectif donné et il va s'appesantir sur cette vision et c'est que cela entraîne comme peut-être modification dans la façon où l'inspection générale des finances entend évoluer dans les circonstances qui sont les nôtres aujourd'hui. Avec son autorisation également, je voudrais vous expliquer aussi pourquoi nous sommes dans cette salle. Le président Avi l'a fait. Je voudrais partir brièvement d'une rencontre que nous avons eue il y a un peu plus d'une dizaine d'années. Plusieurs membres de plusieurs corps de contrôle des pays africains autour de l'inspecteur général des finances de la France, un monsieur très, très, très respecté dans son pays. Quand on nous dit, quand lui lève la parole, même les ministres se taisent. Il nous a expliqué un peu les enjeux de contrôle des finances publiques, nous a parlé de la lutte contre la corruption, je dis qu'il y a un peu plus d'une dizaine d'années. Hein. Et à la fin, il nous a demandé si nous étions prêts à faire la même chose dans nos pays. La plupart des participants, nous lui avons répondu non. Et on lui a expliqué pourquoi nous ne pouvons pas faire la même chose dans nos pays. Nous lui avons dit, dans vos pays, lorsque vos corps de contrôle commencent une action, ils ont l'opinion publique derrière eux. Et le politicien le plus haut n'osera pas s'en prendre à eux parce qu'il sait qu'il y a l'opinion publique derrière. Dans nos pays, ce n'est pas le cas. L'opinion publique vous tournera le dos, vous serez seul à vous battre avec les prédateurs. Et donc, notre rencontre d'aujourd'hui, ce n'est pas de vous faire de vous des supporters de l'inspection. C'est de vous faire prendre conscience, comme l'a dit votre président, que vous êtes un pouvoir et que votre façon à vous d'agir permet que d'autres corps de l'État prennent en main leurs responsabilités. Donc c'est dans ce cadre-là que nous sommes avec vous aujourd'hui. C'est dans ce cadre-là que nous avons commencé ces activités que nous appelons échanges citoyens, non seulement pour faire approprier ce travail de lutte contre la corruption et contre le détournement, mais particulièrement aujourd'hui pour nous assurer qu'aujourd'hui, demain plus que hier, dans ce travail-là, nous pourrions compter sur un pouvoir, la presse, parce que vous êtes un pouvoir. Donc, c'est dans ce cadre-là, en guise d'introduction, que l'inspecteur général chef des services m'a demandé, puisque c'est moi qui prends la parole le premier, de circonscrire un peu les raisons de notre présence ici. Pour présenter l'inspection générale des finances, je vais partir de quelques phrases que nous pouvons tirer de l'ordonnance qui réglemente l'inspection générale des finances. C'est l'ordonnance numéro 87-323 du 15 septembre 1987, telle que plusieurs fois modifiée.
La dernière modification est celle de 24 septembre 2020. Dans ce texte-là, qu'est-ce qu'on dit de l'inspection générale des finances? On dit que l'inspection générale des finances est un service supérieur, est un service d'audit supérieur, placé auprès de l'exécutif et qui est doté d'une compétence générale et supérieure en matière de finances et des biens publics. Dans cette phrase, on résume effectivement l'inspection et c'est en décortiquant cette phrase-là que je propose que nous parcourons les contours de ces services. On note d'abord qu'on dit que l'inspection générale des finances est un service d'audit. La conséquence de cette phrase, c'est que l'inspection générale des finances n'a de compétences qu'en matière de contrôle. L'inspection générale des finances ne fait pas le recouvrement. Si vous avez des gens qui doivent de l'argent à l'État, des sommes qui sont consignées, connues, mais que personne ne veut recouvrer, vous ne venez pas à l'inspection pour demander à l'inspection de faire recouvrer cet argent. Nous n'avons aucune compétence en matière de recouvrement. Nous sommes un service de contrôle. Nous ne sommes pas non plus un service qui gère les contentieux. Un contrôle se termine de façon parfois amiable, parfois de façon litigieuse, entraînant des contentieux. Les différents contentieux sont gérés par les services attitrés. Nous n'avons pas de dispositions qui nous donnent une compétence en matière de gestion de contentieux. Si vous avez eu un cas quelque part et qu'une autorité administrative disposant du droit à transiger, à compromettre ou à régler des contentieux d'une quelconque manière use effectivement de ces compétences-là, l'inspection ne peut que contrôler cette autorité-là. L'inspection ne peut pas agir en ces lieux et places. Donc, l'inspection générale des finances est un service de contrôle. En dehors du contrôle, l'inspection n'a pas de compétence. L'inspection générale des finances est un service supérieur de contrôle. Service de contrôle, mais service supérieur. Lorsque l'on dit supérieur, ça veut dire qu'il y a des services de contrôle inférieurs. Quels sont ces services de contrôle inférieurs? Et là, puisque nous sommes dans les finances publiques, nous allons décortiquer les trois grands axes des finances publiques. En matière de dépenses publiques, il y a d'autres services de contrôle que l'inspection générale des finances. L'inspection générale des finances est un service supérieur. Les autres services de contrôle, vous avez d'abord tous les services qui participent à la chaîne de la dépense. Au niveau de services utilisateurs, vous avez le contrôleur budgétaire affecté, mais vous avez d'abord la direction du contrôle budgétaire qui fait un contrôle a priori. C'est un service de contrôle. Vous avez la direction du trésor qui fait également un contrôle a priori avant d'ordonnancer les paiements. Vous avez les comptables publics ou tous ceux qui payent. La loi leur dit, vous êtes les derniers contrôleurs. Donc, eux également doivent vérifier les opérations qu'ils réalisent. Les comptables publics font partie de la chaîne de contrôle de la dépense publique. Vous avez, toujours en matière de dépenses publiques, les organes qui interviennent non plus maintenant a priori, comme les organes de la chaîne, mais a posteriori. Vous avez la direction de la comptabilité publique, qu'on appelle aujourd'hui direction de normes comptables. Cette direction fait un contrôle sur
les extraits de comptabilité que tous les comptables publics lui envoient et peut dépêcher les contrôleurs de comptabilité dans tous les services publics pour faire un contrôle. C'est un service de contrôle. L'IGF n'est pas le seul service de contrôle. C'est un service de contrôle supérieur. En matière toujours de dépenses, vous avez, on peut également citer la direction de la reddition des comptes, qui passe chaque année prendre les données de toutes les opérations passées par toutes les institutions, tous les services publics, dans le pays, à l'intérieur comme à l'étranger, et qui collecte ces données pour permettre la reddition des comptes. C'est également une forme de contrôle. La particularité de l'inspection, c'est d'exercer un contrôle supérieur par rapport à tous ces contrôles qui sont organisés en matière de dépenses. En matière des recettes publiques également, il y a d'autres services de contrôle. Dans les régies, vous avez des corps d'inspection. Vous avez les inspecteurs des impôts, les inspecteurs des douanes, les inspecteurs de la DGRAD. Ces agents-là fonctionnent dans des services de contrôle. Et ils sont chargés de faire le contrôle en recettes des finances publiques. Par rapport à ces contrôles-là, le contrôle de l'inspection générale est un contrôle supérieur. Vous avez également, au niveau des entreprises publiques, le contrôle que le Conseil supérieur du portefeuille peut faire. C'est d'abord un organe pour assister le gouvernement dans la gestion des entreprises du portefeuille, mais dans le texte qui organise ce corps, on lui reconnaît également des compétences en matière de contrôle de ces entreprises. Donc, par rapport à cela, le contrôle de l'inspection générale des finances est également un contrôle supérieur. Et vous avez également d'autres contrôles qui portent également toujours sur les finances publiques. Dans le domaine des marchés publics, vous avez la Direction générale de contrôle des marchés publics qui fait un contrôle a priori de toutes les opérations en rapport avec les marchés publics. C'est également un organe de contrôle. Vous avez toujours en matière des finances publiques d'autres formes de contrôle qui peuvent exister ici et là. La particularité de ces contrôles, c'est que ce sont des contrôles qui sont soumis au contrôle de l'inspection générale des finances. Donc, nous disons que l'inspection générale des finances est un service de contrôle qui n'a de compétences qu'en matière de contrôle. L'inspection générale des finances n'est pas le seul service de contrôle, mais il est un contrôle supérieur par rapport aux contrôles inférieurs qui sont organisés dans les différentes branches des finances publiques. Le texte dit également que l'inspection générale des finances est placée auprès de l'exécutif. Cela veut dire que dans la sphère de l'exécutif, dans la sphère de l'administration, c'est là-dedans que l'inspection générale des finances exerce son contrôle supérieur et général. Mais qu'en dehors de l'exécutif, il y a aussi du contrôle. L'inspection générale des finances fait ce qu'on appelle alors un contrôle administratif. Non pas parce que ce contrôle porte sur les administrations, mais parce que ce contrôle est fait par une administration. Les autres formes de contrôle qui évoluent en dehors de l'exécutif, c'est d'abord le contrôle parlementaire. Le Parlement est également un organe de contrôle. Dispose en son sein de la commission ECOFIN qui fait un contrôle sur les finances publiques. Le Sénat, qui, avec l'Assemblée nationale, constitue le Parlement,
a également une commission ECOFIN qui peut faire un contrôle des finances publiques. Et c'est un contrôle parlementaire, politique. Il est en dehors du contrôle que l'inspection fait, qui est un contrôle administratif. Vous avez entendu, si je peux me permettre cette digression, toute la polémique qu'il y a eu autour de la taxe RAM, dont s'est saisie la commission ECOFIN de l'Assemblée nationale. La commission ECOFIN, en se saisissant de ce problème, a décidé de faire un contrôle sur les finances publiques. Et c'est dans ses compétences. Donc il n'y a pas que dans l'administration qu'on trouve du contrôle. En dehors de l'administration, il y a également le contrôle juridictionnel qui est exercé par la Cour de compte. C'est un contrôle qui est spécifique aux finances publiques, qui est exercé par la Cour de compte, dont on peut dire que c'est le pendant de l'inspection générale des finances, mais dans l'ordre juridictionnel. Évidemment, il y a des décalages, des écarts. Il n'y a pas une superposition parfaite. D'abord parce que la compétence de l'inspection générale des finances est définie par rapport aux opérations financières que l'État, les entreprises, les provinces peuvent faire en recettes comme en dépenses dans tout ce qui concerne les finances publiques. La compétence de l'inspection est définie par rapport aux opérations. La compétence de la Cour de compte est définie par rapport aux comptes publics. Et si les comptes publics ont pour vocation de rendre compte des opérations, pour contrôler les comptes, vous devez d'abord attendre que ces opérations soient passées dans des comptes. Donc, une des conséquences, c'est que la Cour de compte fait un contrôle a posteriori. Parce que la Cour de compte intervient pour juger les comptes. Et les comptes n'existent que lorsque les opérations sont déjà réalisées et sont retranscrites dans le compte. Mais l'inspection générale des finances, dont la compétence est définie par rapport aux opérations, la loi lui reconnaît le pouvoir de faire un contrôle a priori, un contrôle concomitant ou un contrôle a posteriori. La Cour de compte ne peut pas faire un contrôle a priori, ne peut pas faire un contrôle concomitant, ne peut faire qu'un contrôle a posteriori. Mais puisque la Cour de compte juge des comptes, elle doit pouvoir avoir ses comptes à sa disposition. Comme avec la direction de la comptabilité, tous les comptables publics sont obligés d'envoyer les extraits de leur comptabilité à la Cour de compte. Donc la Cour de compte peut faire un contrôle sur pièce, sans avoir à se déplacer auprès des services qui ont géré. L'inspection générale des finances ne peut pas faire un contrôle sur pièce. L'inspection générale des finances fait un contrôle sur place. Et les textes nous disent que nous devons consulter, sans les déplacer, les documents sur lesquels nous travaillons. Donc ça également, c'est une grande différence entre la Cour de compte et l'inspection générale des finances. Évidemment, la Cour de compte, les textes lui reconnaissent également la capacité de se déployer sur terrain. Mais le principe d'intervention de la Cour de compte, c'est un contrôle sur pièce qu'ils font dans leur bureau. Ils peuvent convoquer les gestionnaires et ils émettent, puisque c'est une juridiction, des décisions judiciaires que l'on appelle des arrêts. Mais nous n'allons pas détailler davantage tous ces aspects qui concernent la Cour de compte. Donc, le contrôle des finances publiques ne se fait pas simplement dans la sphère de l'administration, dans le pouvoir exécutif. Le contrôle des finances publiques se fait également en dehors,
c'est un contrôle parlementaire. Il se fait également au niveau juridictionnel et il est fait par la Cour de comptes. Et nos textes nous disent que quand le Parlement intervient, quand la Cour de comptes intervient, l'IGF doit céder le pas à ces contrôles-là. Donc ces contrôles-là sont supérieurs par rapport aux contrôles que l'Inspection générale des finances peut réaliser. Donc, dit comme ça, je pense qu'on a plus ou moins bien circonscrit ce qu'est l'Inspection générale des finances. Maintenant, encore une fois, pour détailler cette compétence supérieure de contrôle, il faut s'appesantir sur la notion des finances et des biens publics. Ce contrôle ne porte que sur les finances et des biens publics parce qu'il y a d'autres formes de contrôle qui peuvent être générales, peut-être même supérieures par rapport à d'autres sphères, mais qui ne portent pas sur les finances et les biens publics. Vous avez l'inspection générale de la santé. Ce n'est pas le pendant de l'inspection générale des finances. Parce que l'inspection générale de la santé fait un contrôle sectoriel. L'inspection générale de la territoriale fait un contrôle sectoriel. L'inspection générale de l'éducation, il vérifie les programmes, la façon dont les programmes sont mis en œuvre par les enseignants. C'est un contrôle sectoriel. Ça ne porte pas sur les finances publiques. Donc, la particularité de l'inspection, c'est d'un contrôle qui porte sur les finances publiques. En dehors des finances publiques, vous avez le contrôle des changes. Le contrôle des changes n'est pas en soi un contrôle sur les finances publiques. Ça ne porte pas sur les ressources de l'État. Et ce contrôle-là est exécuté par la Banque centrale. Vous avez le contrôle des assurances. Ce n'est pas, à proprement parler, des finances publiques. Ce contrôle-là est fait par l'ARCA. Donc, le domaine des finances publiques, même s'il faut l'entendre dans son sens le plus large, exclut du champ de l'inspection générale des finances un certain nombre d'interventions. Évidemment, lorsque vous prenez le domaine de change, dans la mesure où il y a des amendes qui sont appliquées sur ces opérations et qui constituent des ressources du pouvoir central, par cette voie-là, l'inspection générale des finances peut s'inviter dans le contrôle de change. Mais faire un contrôle de change juste pour vérifier si les instructions de la Banque centrale en matière de change sont appliquées, ce n'est pas le travail de l'inspection. Donc il faut savoir ramener également l'inspection dans certaines de ces matières. Il nous arrive d'être saisis de certaines dénonciations pour lesquelles nous répondons que ce n'est pas de notre domaine de compétence et les gens nous traitent de tous les noms d'oiseaux en disant voilà, vous voulez couvrir telle personne, vous voulez couvrir telle personne, vous ne voulez pas intervenir. Ce n'est pas vrai. En matière des finances publiques, nous disons le droit administratif d'une façon générale, l'incompétence est la règle. La compétence est l'exception. Donc, toutes les fois que vous voulez faire quelque chose, vous devez pouvoir justifier d'une disposition qui vous donne une compétence précise. Donc, si on peut passer maintenant, en ayant défini ce que doit faire l'inspection, comment l'inspection le fait. Donc, parler de l'organisation de l'inspection. Dans les textes qui créent l'inspection générale des finances, vous avez deux catégories. Prenons d'abord les ressources humaines, les moyens humains. Vous avez deux catégories de personnes. Vous avez d'abord le corps des inspecteurs des finances. C'est eux qui font le travail technique de l'inspection générale des finances, les missions de contrôle. Vous avez également un service administratif, financier et technique. Le rôle de ce service, c'est
de gérer au quotidien et l'administration et les finances. Ceux qui calculent les rémunérations, ce ne sont pas les inspecteurs. Qui calculent les congés et les décisions de congés, ce ne sont pas les inspecteurs. Qui gèrent ce salle, maintiennent la climatisation, l'équipement sonore, ce ne sont pas des inspecteurs. Il y a un service administratif qui s'occupe de cela. Donc, on peut travailler à l'inspection générale des finances sans forcément être inspecteur des finances. Il y a une troisième catégorie de ressources humaines, mais cette catégorie n'est pas explicitement citée dans les textes qui créent l'inspection, mais découle du fait que dans ces textes qui créent l'inspection, on donne à l'inspecteur général des finances, chef de service, le rang de ministre. L'inspecteur général des finances, chef de service, a rang de ministre. Son adjoint a rang de vice-ministre. Et par rapport à cela, ils ont droit d'avoir un cabinet qui est régi par le décret du Premier ministre organisant les cabinets ministériels. Donc, à l'inspection générale des finances, il y a également le cabinet de l'inspecteur général des finances, chef de service. Donc, on peut également travailler à l'inspection générale des finances sans forcément être fonctionnaire, parce que dans ces cabinets, c'est un cabinet politique, il n'y a pas que des fonctionnaires. On peut travailler à l'inspection générale des finances sans être fonctionnaire. On est dans le cabinet de l'inspecteur général des finances, chef de service. Le corps des inspecteurs généraux des finances lui-même est subdivisé en brigades. Il y a une brigade de coordination dont le rôle est d'assister l'inspecteur général des finances, chef de service, dans la gestion du service, le service dans son sens le plus complet. Et il y a des brigades opérationnelles dont le rôle est de préparer les missions, de les superviser lorsqu'elles sont en train de s'exécuter et d'en assurer le suivi également lorsque ces missions sont terminées dans les recommandations qui sont formulées dans ces missions. Il y a 9 brigades opérationnelles permanentes. Il y a une possibilité donc d'avoir des brigades ponctuelles que l'on peut créer pour des besoins précis. Mais les brigades permanentes, opérationnelles, il y a 3 brigades qui ont en charge le contrôle des services et des recettes. Les services qui gèrent les recettes. Il y a la brigade qui s'occupe des services et des recettes, des recettes et des services fiscaux. Disons-le dans cet ordre, ça facilite les accords. Il y a la brigade qui s'occupe des recettes et des services des douanes. Et il y a la brigade qui s'occupe des recettes et des services non fiscaux. Ce sont ces 3 brigades qui, dans la réforme de septembre 2000, ont été créées par éclatement de l'ancienne brigade des recettes. Il y a une brigade des dépenses qui s'occupe des dépenses publiques d'une façon générale, des dépenses du pouvoir central principalement. Il y a une brigade des marchés publics qui, elle également, découle de la réforme de septembre 2020, qui prend en charge tous les marchés publics, qu'il s'agisse de marchés du pouvoir central, des entreprises, des provinces, tous les marchés qui sont soumis à la législation sur les marchés publics, leur contrôle relève de la compétence de cette brigade. Il y a une brigade qui s'occupe des entreprises du portefeuille, des établissements publics. Il y a une autre brigade qui s'occupe du contrôle des provinces et des entités territoriales décentralisées. Il y a une autre brigade qui fait de la contre-vérification fiscale, douanière et parafiscale. Dans la définition de compétences de l'inspection,
nous avons dit que l'inspection contrôlait les opérations financières de l'État. En fait, les opérations financières de l'État peuvent être effectuées, posées par des personnes qui ne sont pas des fonctionnaires, qui ne relèvent pas de l'administration. Nous sommes dans un système fiscal que nous appelons un système déclaratif. Dans un système fiscal déclaratif, c'est les personnes qui doivent payer les impôts qui réalisent certaines opérations, c'est-à-dire qui déterminent le montant de l'impôt qu'ils doivent payer. L'administration vient après contrôler les déclarations. Mais la détermination du montant à payer dans un système déclaratif est faite plutôt par les redevables et les assujettis. Or, la détermination du montant de l'impôt à payer, ça c'est déjà une opération financière de l'État. Donc la brigade de contre-vérification vérifie ce genre d'opération auprès des assujettis. La dernière brigade, c'est ce qu'on appelle la brigade d'audit. Elle également découle de la réforme de septembre 2020. C'est parce que, au-delà du contrôle, et je ne me suis pas appesanti là-dessus, nous distinguons le contrôle qui est l'inspection, qui est un contrôle plus ou moins répressif, de l'audit, que l'on associe un peu à une forme de conseil, même si ça reste du contrôle. Et dans la nouvelle gestion publique, on demande aux organes de contrôle de faire beaucoup plus de place à l'audit et pas simplement à l'inspection. Et puisque l'audit est un métier qui est différent de l'inspection, normativement organisé pour que ça soit différent de l'inspection, il fallait qu'il y ait une brigade à part qui s'occupe également de cette matière. Donc, dans les moyens humains de l'inspection, il y a le corps des inspecteurs des finances, dont les membres sont divisés et répartis dans ces différentes brigades. Il y a le service administratif qui gère le service, qui assiste l'inspecteur général chef de service dans la gestion du service. Et il y a le cabinet de l'inspecteur général des finances. Dans les autres moyens, si vous permettez, on peut passer dans les moyens administratifs et financiers. Le texte qui crée l'inspection générale des finances dit que l'inspection générale des finances dispose d'une autonomie administrative et financière. C'est quelque chose de très important, même si on n'en a pas toujours tiré les conclusions, parce que l'inspection générale des finances, à partir de ce moment-là, ne fonctionne plus comme elle a fonctionné pendant quelques décennies, lorsque le corps des inspecteurs des finances était une direction du secrétariat général aux finances. De 1974 à 1987, le corps spécial des inspecteurs des finances était une simple direction du secrétariat général aux finances. Donc, il ne disposait pas d'autonomie administrative, moins encore financière. Lorsque ce corps-là voulait engager une dépense, il devait demander au ministre des Finances de signer un bon d'engagement, et le bon d'engagement suit le circuit de l'époque. En acquérant l'autonomie administrative et financière, l'inspecteur général des finances peut d'abord procéder à une mise en place de son personnel. Donc, la mise en place des personnes qui relèvent du service administratif et financier et technique n'est pas faite par le secrétaire général aux finances, n'est pas faite par le ministre ou par quelque autre autorité extérieure à l'IGF. La mise en place est faite par l'inspecteur général des finances en vertu de l'autonomie administrative dont bénéficie le service. L'autonomie financière permet également à l'inspecteur général des finances d'initier de lui-même des dossiers de dépenses. Jusqu'à la réforme de septembre 2020, ces dossiers de dépenses suivaient la procédure de la chaîne de la dépense. Donc, lorsqu'il y avait un ordre d'émission pour contrôler
je ne sais pas quel service, parallèlement à l'ordre des missions, on signait un bon d'engagement qu'on introduisait dans la chaîne de la dépense, qui suivait la chaîne de la dépense et, avec un peu de chance, pouvait être payé. Et ça, ce n'est pas le niveau d'autonomie financière que l'organisation des organes supérieurs de contrôle de finances publiques exige. On exige que les organes de contrôle aient les moyens de se déployer directement sans aucune forme de modalité quelconque. Et en septembre 2020, on a poussé effectivement cette autonomie financière en reconnaissant à l'Inspection générale des finances des ressources propres, c'est-à-dire une rétrocession. Cette rétrocession a permis à l'Inspection générale des finances de déployer matériellement, d'avoir une autonomie dans son activité. Et ça a d'autres conséquences, sans vouloir m'attarder, je pense qu'on peut entrer quand même un peu dans ces détails-là. La rétrocession, c'est de dire, si moi je gagne 1000, je vous donne 10%. Je vous donne 10% de ce que je gagne. Ça veut dire que vos crédits ne sont plus des crédits limitatifs. Vous avez ce débat, là on parle de dépassement, de ceci. Les dépassements ne peuvent s'entendre que dans ces crédits qu'on appelle des crédits limitatifs. Et la loi dit, par principe, tous les crédits sont limitatifs. Mais il y a des crédits qui sont provisionnels. Ça veut dire qu'on ne sait pas chiffrer la dépense. Il n'y a aucun moyen de dire que de cette dépense-là, ça va coûter autant. Alors on dit, OK, on va mettre un montant qui est une provision. Dans les crédits provisionnels, si vous parlez de dépassement, c'est que vous n'avez pas compris la nature de ces crédits provisionnels. Il y a des crédits qui sont des crédits évaluatifs. Et c'est ça la particularité de la rétrocession. On vous donne X% de... Et l'année passée, les recettes de l'État ont connu un bond. Il y a eu une réalisation plus que ce qui était prévu au budget de l'État. Et puisqu'on reconnaît à l'Inspection générale des finances un pourcentage qui est basé sur ces recettes, même si en réalité c'est basé sur la rétrocession que l'on donne aux régies financières, c'est que l'Inspection générale des finances reçoit évolue avec l'exécution de la rétrocession aux régies financières. Donc, si vous voulez calculer le taux d'exécution des crédits de l'inspection, vous devez d'abord les reconstituer par rapport à ce qui est effectivement la base de ces crédits-là, c'est-à-dire le montant qu'on a effectivement payé aux régies financières. Si vous obtenez un montant qui est X, et qu'on a donné à l'inspection plus, à ce moment-là, vous commencez à avoir un dépassement. Si on a donné à l'inspection moins, ça peut arriver, à ce moment-là, vous êtes en deçà de 100%. Sachant que cette rétrocession-là, elle est calculée par le ministère des Finances, elle est engagée par le ministère du Budget, donc cela se fait en dehors de l'inspection, qui n'en est que le bénéficiaire. Voilà, dans les moyens qu'on peut considérer comme juridiques, il faut noter que, il y en a peut-être beaucoup, mais le plus important, c'est de noter que les inspecteurs généraux, les inspecteurs des finances, sont des OPJ, des officiers de police judiciaire à compétences restreintes en matière de finances publiques. Si leur compétence est restreinte en matière de finances publiques, leur pouvoir en tant qu'officier de police judiciaire est plein. Ils peuvent exercer toutes les compétences des OPJ, y compris arrêter quelqu'un. Y compris arrêter quelqu'un. Évidemment, la loi encadre le pouvoir d'arrestation des OPJ, mais les OPJ ont le droit d'arrêter. Et l'inspecteur des finances,
puisqu'il est OPJ, il a le pouvoir et le droit d'arrêter quelqu'un, de le mettre en dépôt en tout endroit que la loi et les règlements désignent que l'on puisse garder quelqu'un qui est arrêté. Donc, dans l'exercice de nos fonctions, nous pouvons arrêter quelqu'un, l'amener dans les cachots qui sont reconnus, et si c'est un sous-siat, ça sera dans un sous-siat. Je peux arrêter quelqu'un et l'amener dans un sous-siat. Ah, il ne faut pas vous m'amener dans un conteneur. Non. Ce n'est pas moi qui ai décidé qu'un conteneur puisse garder les gens. Les textes disent que cet endroit-là, on peut garder les gens. L'inspecteur général, l'inspecteur des finances peut arrêter quelqu'un, l'amener au cachot du parquet ou d'un sous-siat parce qu'il est OPJ. Et ça, c'est un moyen juridique qui tranche, qui est important, même si nous ne nous prévalons pas toujours de ce moyen, mais il ne faut pas le perdre de vue parce que sinon, vous risquez de penser que dans tel ou tel autre cas, les inspecteurs des finances ont outrepassé leur pouvoir. Il n'en est rien. Ce sont des OPJ. Dans l'organisation générale de l'inspection générale des finances, je vais terminer par là. Comment l'inspection générale des finances fonctionne? Les textes disent que l'inspecteur général des finances soumet chaque année un programme d'action à sa hiérarchie, qui est le président de la République. C'est-à-dire que les missions de l'inspection générale des finances découlent d'un programme d'action. Mais ces missions peuvent également découler des dénonciations que l'inspection générale des finances reçoit. Ces missions peuvent également découler des réquisitions dont l'inspection générale des finances est l'objet. Si une autorité judiciaire saisie d'un dossier pense que la technicité de ce dossier est telle qu'elle a besoin de l'expertise de l'inspection générale des finances, elle établit une réquisition que l'inspecteur général des finances est tenu d'exécuter. Donc, c'est dans ces trois modes que l'inspection générale des finances déploie ses missions, sachant qu'il s'agit d'un service de contrôle, qui donc ne fait que du contrôle, contrôle les finances publiques, et que c'est un contrôle supérieur à d'autres contrôles des finances publiques qui sont organisés par d'autres textes et à d'autres formes de contrôle des finances publiques qui sont extérieures à l'administration. Voilà ce qu'est l'inspection générale des finances, ce qu'elle peut faire, comment elle peut le faire, avec qui elle peut le faire, et l'inspecteur général des finances, chef des services adjoints, va maintenant vous dire qu'est-ce qu'elle trouve lorsqu'elle fait ce contrôle dans ce domaine de compétences et de la manière dont on vient de circonscrire. Je dis, je vous remercie et je passe la parole à l'inspecteur général des finances, chef des services adjoints. Merci, Cordo, pour la parole. À mon tour, je vous souhaite la bienvenue à l'inspection générale des finances. J'ai la charge ce matin de faire un survol de ce qu'ont été les résultats les plus importants des missions effectuées par l'inspection générale des finances. Je me permets, avant d'entrer dans le vif, de porter à votre connaissance une évolution importante qui est intervenue dans la définition de la corruption. Jusque-là, on a toujours eu l'impression que la corruption, c'est seulement un pot de vin. C'est pourquoi, en fait, si vous lisez le décret portant code pénal de 1940, en fait, la corruption n'est circonscrite que dans le secteur public. Mais depuis 2006, la RDC a adhéré à la Convention des Nations Unies contre la corruption qui en fait cerne la corruption dans tous les compartiments de la vie nationale. Et de ce point de vue, comment est-ce que la corruption est définie? Elle est définie comme étant un mauvais usage du pouvoir, de l'autorité ou des fonctions publiques en vue d'acquérir des avantages privés par le moyen de pots de vin, de népotisme,
d'extorsion, de détournement de fonds, de paiement, de facilitation et de fraude. Et de ce point de vue-là, en tenant compte de cette définition, l'inspection générale des finances est en plein dans la lutte contre la corruption. En ce qui concerne les résultats, je vais les disperser autour de trois grandes rubriques. Je vais parler des résultats en ce qui concerne les recettes, ensuite des résultats au niveau des dépenses et enfin je parlerai de la suite qui a été réservée, des suites qui ont été réservées aux différentes recommandations que l'inspection générale des finances a eu à exercer. En ce qui concerne les recettes, nous avons eu à effectuer des missions qui n'ont pas manqué d'avoir un impact significatif sur les recettes. Le premier résultat, c'est que de 2017 à 2020, étant donné qu'on avait enregistré une contre-performance importante au niveau de la mobilisation des recettes en avril 2020, l'examen des causes de cette contre-performance avait révélé que les exonérations illégales pesaient pour beaucoup dans cette contre-performance. Et en analysant ces exonérations, nous avions constaté qu'il y en avait beaucoup d'illégales. Il y avait beaucoup d'exonérations illégales. Et vous avez le partenariat stratégique, vous avez les exonérations dérogatoires. De 2007 à août 2020, le manque à gagner total s'était chiffré à 5,4 milliards de dollars. C'est pratiquement le budget d'une année du gouvernement central. À cette occasion-là, l'inspection générale des finances avait recommandé la rationalisation des exonérations. Ce fut chose faite. Quelle est la conséquence? Ça veut dire que tous ceux qui bénéficiaient de ces exonérations-là, comme ils doivent continuer leurs activités, la conséquence, c'est qu'au lieu de bénéficier de ces exonérations, ils étaient obligés de payer. Nous avons constaté un phénomène irrégulier, illégal, c'est ce qu'on avait appelé les compensations. Les compensations, c'est des personnes qui détenaient des créances sur les trésors publics. C'était d'abord essentiellement les crédits de TVA, mais on y avait décelé aussi des personnes qui avaient des créances, qui avaient des jugements, qui avaient condamné la République à payer certaines sommes. À l'époque, le ministre des Finances signait des lettres de compensation. Avec ces lettres-là, les personnes étaient dispensées de payer et devaient juste compenser les recettes, les impôts, droits et taxes qu'ils devaient payer par les créances qui leur étaient dues. C'est une opération complètement illégale. À l'époque, nous avions pu chiffrer à 980 millions de dollars de lettres de compensation qui n'étaient pas encore utilisées. Ça veut dire que si on n'avait pas interdit ces compensations, dans les années qui devaient suivre 2020, on devait avoir 980 millions de dollars de pertes. L'inspection générale des finances avait recommandé qu'on puisse rappeler, qu'on puisse interdire les compensations. Dans une réunion du gouvernement, c'était chose faite, et même cela a été rappelé dans les lois de finances. On a parlé de la contre-vérification fiscale, qui est en fait une activité qui n'a pas consommé beaucoup de recettes, beaucoup de ressources de l'inspection générale des finances. Au deuxième semestre de l'année 2021, nous avons effectué certaines missions de contre-vérification. Les résultats partiels, parce qu'il y a des avis de redressement qui sont en cours d'examen. En tout cas, au deuxième semestre, on a recouvré 13 millions de dollars sur les missions que l'inspection générale des finances a effectuées. Il y a une société dans le Kasaï oriental, la SACIM, qui devait à l'État en fait pratiquement 45 millions de dollars au titre de pas de porte. L'inspection générale des finances avait été saisie à travers les différentes réunions qui ont été tenues ici à l'inspection générale des finances avec les différentes personnes qui étaient impliquées. L'État a recouvré pratiquement 10 millions de dollars et le lundi 18, en fait, nous avons invité toutes les personnes intéressées par ce dossier-là pour qu'en fait on puisse poursuivre le recouvrement du reste de pas de porte. Vous devez avoir appris qu'au Katanga, il y avait un problème avec la fraude qui concerne les produits pétroliers. C'est-à-dire qu'on se retrouvait dans le système, le solde théoriquement, le stock des produits pétroliers était théoriquement dans les entrepôts, mais quand vous faites le rapprochement entre ce qui est théoriquement dans les entrepôts et ce que vous y trouvez, il y avait des écarts importants. Ça faisait pratiquement 286 000 mètres cubes.
de produits pétroliers. Alors, tous les redressements qui avaient été effectués avaient donné 109 milliards de dollars au bénéfice du Trésor, notamment du Trésor, du FONER et du FPI. Et aux dernières statistiques, sur les 109 milliards, 49 milliards ont déjà été payés. Il reste un encours de 60 milliards. 49 milliards de francs congolais ont déjà été payés. Il reste un encours de 60 milliards. Alors, le Cordo avait parlé des contrôles concomitants. Nous nous sommes dit, en ce qui concerne les recettes, il faut les contrôler dans le processus de réalisation de la recette. C'est ainsi que nous avons pris l'option de déployer les inspecteurs des finances au niveau de tous les services mobilisateurs des recettes. Nous avons déployé les inspecteurs au niveau de la DGE, dont le poids dans les recettes des impôts pèse plus de 85%. Ils sont là. Nous avons déployé les inspecteurs à la direction générale de la DGRAD. Nous avons déployé des inspecteurs pour le moment à la DGRAD Katanga, parce que la redevance minière, c'est une des recettes importantes au niveau de la DGRAD. Nous avons déployé des inspecteurs à Kinaero, Kinville. Nous avons déployé des inspecteurs à la DGDA Congo Central, ainsi que le CDI Matadi. Nous avons déployé des inspecteurs au niveau de la direction provinciale du Nord Kivu. La boutade qu'on a enregistrée là, c'est que depuis que l'inspecteur est là, les prix des biens ont augmenté. Là, nous nous sommes dit, au moins, c'est une bonne chose. Ça veut dire que les gens ont commencé à payer les droits de douane normalement tels qu'elles devaient être payés. Nous avons déployé les inspecteurs dans le Katanga, parce qu'en fait, c'est tout le Katanga, là-bas, ainsi de suite. Nous avons déployé des inspecteurs à la DGDA Katanga et au CDI Lubumbashi. Parce que cette année, nous avons 20 000 milliards de recettes qui doivent être mobilisées. Les inspecteurs qui sont en déploiement, en encadrement dans les entreprises et établissements publics, nous les avons mis à contribution pour qu'autour de la date du 15, parce que c'est à cette date-là qu'intervient une des échéances importantes, autour du 15, qu'ils puissent veiller à ce que tous les impôts dus, aussi bien en ce qui concerne la TVA que l'IPER, soient payés. Mais dans les contrôles de gestion que nous avons effectués, nous avons constaté qu'en fait, en ce qui concerne beaucoup d'autres avantages, des collations qui sont payées aux mandataires et aux différents agents, l'IPER n'était pas payé. Nous les avons mis à contribution pour qu'autour de la date du 15, ils puissent veiller à ce que l'IPER sur les collations et divers avantages qui ont été accordés soient payés. L'encadrement des entreprises publiques et établissements publics a eu une conséquence importante, à l'exception d'une entreprise. C'est que nous avons de manière significative remarqué une amélioration de la trésorerie des entreprises, de la trésorerie. Il y a même une entreprise qui aujourd'hui, vous serez surpris, a des dépôts à terme de 415 millions de dollars. Je dis bien 415 millions de dollars. Ça peut pratiquement un demi-milliard de dollars. Nous pensons qu'en tout cas, sans fausse modestie, qu'en tout cas, l'encadrement de l'inspection générale des finances y est pour beaucoup. En ce qui concerne les dépenses, nous avons pris l'option de surveiller de manière permanente le compte général du Trésor. Nous avons déployé des inspecteurs au niveau de la Banque centrale, au niveau de la direction du Trésor et même maintenant au niveau de la direction du contrôle budgétaire. Cette surveillance du compte général du Trésor a permis quand même de récupérer certains fonds qui étaient dépensés pour des dépenses qui ne nous avaient pas semblé très claires. À ce titre-là, il y a eu 31 milliards qui avaient été récupérés parce qu'ils étaient destinés au paiement des primes des enseignants qui avaient encadré le TENAFEP. Nous avons récupéré 1,2 million $ sur les 2,2 millions qui avaient été déployés dans le cadre, qui avaient été débloqués pour la collecte des produits agricoles sur l'ensemble du territoire national. Nous avons récupéré, pratiquement 1 million de dollars qui étaient destinés à l'achat d'un groupe électrogène et d'un écran géant pour le stade de Martyr, et puis l'organisation d'un tournoi scolaire. Bref, en tout cas, les inspecteurs qui sont déployés au niveau du compte général du Trésor
lorsque nous constatons qu'il y a une dépense qui nous semble irrégulière, nous signons un ordre de mission pour justement aller vérifier si le service a été fait. Parce que l'État, en fait, dans la chaîne de la dépense, l'État paye le service fait. Nous ne sommes pas limités seulement à la surveillance du compte général du Trésor dans la façon dont les dépenses sont en train d'être effectuées, mais nous procédons aussi au contrôle des dépenses qui ont été effectuées. C'est ainsi que lorsque nous avons contrôlé les CECOP, dans la paye du CECOP, en fait, ils sont intégrés les frais de fonctionnement. Avec le temps que nous avons passé là-bas, nous avons constaté en fait que les besoins de fonctionnement du CECOP se chiffraient en réalité à 900 millions de dollars au lieu de 900 millions de francs congolais au lieu de 1,8 milliard qui sont débloqués chaque mois. Ce qui fait qu'il y a eu des économies qui ont été réalisées, et la proposition que l'inspection générale a faite, c'est que ces fonds-là puissent servir à l'amélioration des frais de fonctionnement des écoles. Le contrôle des dépenses a permis d'établir des responsabilités en ce qui concerne les fonds qui ont été débloqués dans le cadre de l'organisation du championnat scolaire africain. Les 400 000 qui ont été débloqués, des responsabilités ont été établies. Nous avons établi des responsabilités en ce qui concerne un double paiement qui avait été effectué au niveau pour le festival d'improvisation théâtrale. Des responsabilités ont été établies. J'ai parlé tout à l'heure de 1,2 million de dollars qui ont été récupérés sur les fonds qui avaient été débloqués pour la collecte des produits agricoles sur l'ensemble du territoire national. Mais pour le 1 million qu'on n'a pas pu récupérer parce que finalement, le monsieur qui avait bénéficié de ce contrat-là, c'était un Colombien. Il avait dans l'entretemps réussi à prendre la peau d'escampette. Mais en tout cas, les personnes qui, sur le plan national, étaient impliquées, leur responsabilité avait été établie. Dans le contrôle des dépenses, nous sommes intéressés quand même aux provinces. Il y a un problème important que nous avons relevé, c'est que les provinces n'ont pas encore bien cerné la notion de pièces justificatives. Les provinces n'ont pas encore cerné la notion de pièces justificatives. Les documents qui servent au paiement d'une dépense ne constituent pas des pièces justificatives. Le ministre du Budget a produit un document, le VAD, mais comme des pièces justificatives. Alors, comme en fait nous avons constaté à partir de quelle province que nous avons pris l'option finalement de contrôler, d'encadrer les provinces. Pour le moment, nous sommes en encadrement dans la ville de Kinshasa, nous sommes en encadrement au Katanga, nous sommes dans l'encadrement au Lualaba, nous sommes dans l'encadrement au Congo central, mais nous avons aussi procédé au contrôle de gestion d'un certain nombre de provinces, le Haut-Katanga, le Lualaba, le Tanganyika, le Kwilu, le Maïndombe, Chopo, l'Équateur, le Maniema et Kinshasa. Je pense que ce sont là. Donc nous sommes là parce que nous voulons en fait que l'implémentation, l'ancrage de la bonne gouvernance ne soit pas le fait seulement au niveau du gouvernement central, mais en fait que la bonne gouvernance puisse être ancrée aussi bien au niveau du gouvernement central qu'au niveau des provinces et des entités territoriales décentralisées. Aux entités territoriales décentralisées, nous nous sommes intéressés également. Sur la redevance minière, il y a une quotité qui est rétrocédée aux ETD. Alors les inspecteurs qui sont en encadrement dans le Lualaba, nous avons signé un ordre de mission pour qu'ils puissent quand même s'intéresser à comment est-ce que les entités territoriales décentralisées gèrent la redevance minière dont ils ont été bénéficiaires. Ces missions de l'inspection générale sont-elles restées sans suite? C'était quand même pour nous un plaisir de savoir que les recommandations que nous formulons, certaines missions que nous faisons ont quand même donné lieu à certaines suites. La première satisfaction nous vient du fait que lorsque nous avons constaté des irrégularités au niveau des exonérations et de compensations, nous avons posé le problème au président de la République. C'est dans une réunion du Conseil des ministres. C'est une fierté quand même pour nous d'entendre le Conseil des ministres, à la suite du contrôle de l'inspection générale des finances, exiger la rationalisation
la rationalisation des exonérations et rappeler l'interdiction des compensations. C'était une fierté pour nous aussi qu'à la suite d'une mission de contrôle de l'inspection générale des finances, qui a eu quand même certaines condamnations judiciaires. Rappelez-vous, il y a eu le problème il y a eu un inspecteur général de l'enseignement primaire secondaire et un directeur du CECOPE qui ont été condamnés. Et en ce qui concerne les entreprises et établissements publics, il y a eu des mandataires. Il y en a qui ont été condamnés, il y en a qui ont été remplacés, notamment à l'OCC, à la SCTP, au CEEC, à COBIL, à la Régie des eaux, à la Sonaridoc, et puis au FPI. Ça, c'est quand même un motif de satisfaction, d'encouragement pour l'inspection générale des finances. Nous espérons qu'avec tous les autres dossiers qui ont été envoyés au niveau des cours, tribunaux et parquets, le Cordo a dit que les inspecteurs des finances sont des officiers de police judiciaire. À l'issue de ces missions de contrôle, ils entendent des personnes d'abord sur des procès-verbaux et ensuite ils établissent des notes de PJ qu'on envoie à l'officier du ministère public. Nous espérons, et ce sera un motif de satisfaction de plus pour nous, nous espérons en fait qu'une suite pourra être donnée à tous ces dossiers-là, parce que nous pensons que la dissuasion de la prédation passe aussi par des condamnations judiciaires. Alors, nous avons porté ces éléments-là à votre connaissance ce jour. Non pas, comme le Cordo l'a dit, que vous soyez des défenseurs, des fanatiques, des supporters de l'inspection générale des finances, mais comme vous avez l'opinion publique, comme vous êtes une force et que vous pouvez porter à la connaissance de l'opinion publique des faits et gestes précis, nous espérons que, en fait, ces résultats, ces quelques résultats, il y en a beaucoup d'autres de l'inspection générale des finances, vous pouvez les porter à l'opinion publique et nous espérons, et c'est ça le vœu que nous formulons, et je pense que ce principe-là, il est vôtre, vous le connaissez. Je vais paraphraser Proverbe 8.8, je le paraphrase en disant « Tous mes écrits sont justes, ils n'auront rien de faux ni de détourné. » Je vous remercie. Merci beaucoup. D'abord le Cordo pour la pédagogie et l'inspecteur général adjoint pour quelques exemples du travail fait. Avant que l'inspecteur général chef de service puisse nous donner son mot, j'attire l'attention sur le collègue, notamment les caméramans et photographes. Je sais que l'IGF a beaucoup de succès. C'est une première de voir autant de journalistes, notamment de Kinshasa, venir à une séance. Et je ne connais pas de mémoire de journalistes autant pour un ministère, des journalistes en déplacement. C'est déjà une bonne chose que vous ayez autant de succès. Il y en a ici dans la salle et même à l'extérieur. Donc c'est une très bonne chose. Il faut continuer à s'intéresser à la chose publique comme ceci parce que ça y va aussi de nos vies, de tous les jours. Alors, avant qu'ils prennent la parole, j'aimerais qu'on regarde un élément qui a été préparé. Et juste après, je vous invite, les photographes, les caméramans, à ne pas faire des mouvements dans la salle. C'est très désagréable. Utilisez les zooms de vos appareils, soyez fixes. Il n'est pas dit que quand vous êtes journaliste, vous êtes obligé de circuler d'une manière intempestive. C'est pas... Je ne connais pas un manuel de journaliste qui explique ça. Alors, soyez calmes, couvrez la cérémonie. On sait que vous êtes des journalistes, tout le monde l'est. Donc, soyez calmes. Actez, n'est-ce pas? Merci beaucoup. On suit et en silence. Et la parole sera à l'inspecteur chef de service. Merci. Il faut applaudir le président quand il... Il y a quelque chose que je n'avais jamais soupçonné avant d'arriver au pouvoir. C'est l'ampleur de la corruption dans ce pays.
vous n'avez aucune idée. Et je vous dis, aucune idée de ce qui s'est passé à ce niveau-là dans ce pays. Africa cool, et abena cool, Africa cool, abena cool, le quoi cool matopi, cool. En tout cas, les chaînes y a bien, et puis vous êtes très rapide. Ils sont très rapides, les chaînes moko, bako ça a bien confiance. En tout cas, nazo senga na bato oyo nanu ba souscrire te bazwa. Donc, ils ont vraiment net oyo balobaka ke boka lelo, lamba lelo, lia lelo. Vous voulez le Congo? Pour que le Congo devienne cool, pour suivre les cool analyses, alors revenez et abonnez-vous massivement. Bobozana Moana, massivement. Africa Cool, c'est la destination de prédilection pour une communication optimale. Longo Dianabino Mama. Merci beaucoup. Et au monde de la chaîne, où est impartial. Le rôle de Babino, vous méritez le soutien de la population ainsi que des institutions compétentes.